Bienvenue à cette rencontre Liège Créative et merci de nous avoir rejoints pour cette rencontre conférence où nous allons nous intéresser et parler de nos espaces de travail, ceux d'aujourd'hui, mais aussi ceux de demain, parce que comme vous le savez, je pense, pour nous rejoindre régulièrement à Liège Créative, nous aimons envisager l'avenir et regarder vers les développements futurs, vers demain. Et en matière d'organisation du travail, on sait qu'on est vraiment à un moment charnière aujourd'hui. Si on parle de New Way of Working depuis maintenant une dizaine d'années, parce que ça, ce n'est pas tout à fait nouveau, la crise sanitaire qu'on est en train de vivre a vraiment joué un rôle d'accélérateur par rapport à différents leitmotifs de ces nouveaux modèles d'organisation du travail. Et cette crise sanitaire sera un peu en toile de fond de ce qui va être partagé aujourd'hui, même si en préparant cette conférence, on a bien dit qu'on ne souhaitait pas vraiment tirer des conclusions parce qu'on manque encore un peu de recul pour dire ce que, évidemment, cette crise va générer sur ces réflexions de NWO. On sait que ce contexte est là et vous en êtes tous bien conscients. Et en particulier, le thème de la réflexion liée aux espaces de travail est peut-être particulièrement impacté tout justement par le contexte d'aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, nous avons réuni deux points de vue, celui d'un chercheur de l'Université de Liège et celui d'une agence spécialisée dans l'aménagement d'espaces intérieurs professionnels, c'est l'agence To Designer. Alors, je vous présente donc nos différents intervenants. Grégory Jomine, que moi je ne vois pas à mon écran, mais il peut peut-être nous faire un petit signe comme ça, vous l'identifierez. Il est docteur en sciences politiques et sociales de l'Université de Liège. Donc, il travaille au sein du LANTIC. Le LANTIC, c'est le laboratoire d'études sur les nouvelles formes d'organisation du travail, l'innovation et le changement. Il a mené plusieurs études de cas sur des projets NWO, notamment dans le cadre de sa thèse, et il va partager plus spécifiquement les résultats d'une étude comparative, en tout cas réalisée dans deux terrains bien spécifiques ces dernières années et ces derniers mois, qui permettront de faire émerger les idéaux typiques, les idéotypes que l'on peut avoir quand on envisage des projets de réaménagement d'espaces de travail, et puis voir finalement comment ceux-ci s'incarnent dans la réalité, comment ils sont vécus par les utilisateurs de ces espaces. Et ensuite, après ce partage de points de vue, d'études et de regard du chercheur, eh bien, nous aurons le partage d'expertise et de terrain de deux représentants de l'agence To Designers qui sont avec nous et sont côte à côte là, dans le même écran, Rodrigue Strowen et Jonathan Onvo, j'ai bien prononcé, qui sont cofondateurs tous les deux de l'agence To Designer. C'est une agence spécialisée à Liège, donc implantée à Liège et spécialisée donc dans l'emménagement d'espaces professionnels intérieurs. Ils sont tous les deux designers de formation, ils sont passés par l'École supérieure des arts de Liège. Leur première réalisation en commun date de 2008, c'était les bureaux de Wallonie Design. Je pense que c'est le premier travail qu'ils ont effectué ensemble avant de fonder l'agence donc en 2011. Une agence qui réunit aujourd'hui une bonne dizaine de personnes et vraiment avec des profils multidisciplinaires. Cette équipe multidisciplinaire est connectée. En tout cas, quelques autres collègues sont là aussi et pourront participer aussi à l'échange qui suivra les exposés. Et l'agence To Designer, je vous avoue, ça fait un petit temps qu'on était en échange avec eux pour les inviter, on l'espérait, dans un cadre absolument somptueux qui va bientôt être révélé à tous, qui est la Grand Poste, puisque c'est eux qui ont contribué à l'aménagement de cet espace. Alors, on rêvait de faire une conférence avec eux dans l'espace, mais comme beaucoup d'autres rêvent de le découvrir et ce sera bientôt le cas. Mais voilà, dans l'attente de pouvoir nous y retrouver, on était trop impatients de pouvoir en parler. Et donc, on parlera aussi de ce projet de la Grand Poste et on le fera en ligne pour vous donner l'envie de le découvrir prochainement. Merci beaucoup Delphine, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Et je voudrais d'abord commencer par remercier Delphine et Liège Créative pour l'invitation à participer à cette conférence. C'est toujours un plaisir pour nous, les chercheurs, de partager nos travaux et voilà, de répandre un petit peu ce qu'on a pu apprendre ici, en l'occurrence, en étudiant ces projets de New Ways of Working. Alors, je précise peut-être ici avant de commencer. Donc, comme Delphine a dit, je suis chercheur au Lantic, donc qui est une sorte de recherche rattachée à HEC, et donc j'ai ce regard plutôt
je dirais, de gestion du changement et des organisations. Et la particularité de ma thèse, que j'ai terminée il y a maintenant un peu plus de 2 ans, c'était d'étudier toute une série de projets de New Ways of Working, quelques projets de New Ways of Working, surtout dans des grandes organisations, et de les suivre dans la durée, parce qu'on avait des données sur l'après New Ways of Working, qu'est-ce que ça donnait dans ces environnements-là, et des données sur les idées à la base on pourrait dire, du pseudo-concept de New Ways of Working, mais entre les deux, entre l'idée et la réalisation, on n'avait finalement pas vraiment de données et d'informations sur comment on passait de ces idées à la mise en place. Et donc, c'est ce que... alors, j'ai bien aimé, je réfléchis un petit peu à l'exercice que vous venez de faire, qui était proposé par Delphine, et je voulais revenir, avant de commencer, peut-être sur un point qui m'a marqué. Quelqu'un a mis, quand on vous parle de New Ways of Working, qu'est-ce que ça vous évoque? Du charabia. Et je trouvais ça génial parce que moi, après les avoir étudiés pendant plusieurs années, ces projets NWO, ça m'évoque toujours du charabia, et j'en suis venu à la conclusion que ce serait une erreur que de vouloir mettre de la clarté derrière New Ways of Working, parce que New Ways of Working, fondamentalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout et rien à la fois. Et donc, on voit que ça vient quand même, pour la petite histoire, d'un projet qui était relativement circonscrit, qui remonte à la fin des années 90 aux Pays-Bas, où un consultant néerlandais va publier un ouvrage et définit Het Nieuwe Werken. Et là, avec un programme très clair, centré sur les espaces de travail. On ne parle pas encore de nouvelles technologies, on ne parle pas encore de confiance, de télétravail, de culture, en tout cas dans ce qu'il propose. Et puis petit à petit, ce Het Nieuwe Werken est devenu le New Way of Working, et puis c'est mis au pluriel. Et là, ça a été la porte ouverte à toute une série de choses. Coworking, entreprises libérées, voilà, un panel de tout ce qui était nouveau finalement. On pouvait rentrer dans ce label NWO. Et aujourd'hui, c'est intéressant de voir qu'on nous demande parfois d'intervenir sur du NWO, ici pour des questions plutôt liées à l'espace de travail, mais parfois pour des questions liées aux nouvelles technologies et à la digitalisation, ou parfois au changement de culture, au télétravail ou aux évolutions managériales. Voilà cette petite parenthèse pour dire que c'est normal que New Ways of Working, quelque part, soit un peu une espèce de charabia, et je pense que c'est ça qui fait aussi la puissance de l'outil quand on essaye de l'implémenter, parce qu'on peut le designer un peu comme on le veut. Et donc, tout cela pour dire aussi que dans le cadre de cette présentation, je vous propose de parler uniquement de l'espace, puisque c'est un peu le thème conducteur aujourd'hui. Et évidemment, on sait que le NWO, ce n'est pas qu'un nouvel espace, et c'est aussi toute une série d'autres choses. Mais ici, le focus de cette présentation sera surtout sur la façon dont on passe de l'espace conçu, c'est-à-dire comme on le décrit quand on parle de NWO, comme je le fais aujourd'hui, à l'espace vécu, c'est-à-dire ce qui se passe quand les utilisateurs sont insérés dans cet espace. Alors, c'est une présentation qui se base sur un ouvrage collectif qui est paru cette année et qui reprend, c'est un recueil de toute une série d'études sur le New Ways of Working, mais au sens très large. Donc, il y a toute une série de choses. Et donc, voilà les références au cas où vous voulez reprendre à tête reposée ce que je raconte aujourd'hui. C'est une étude que j'ai menée en partenariat avec des collègues, dont une autre collègue qui a aussi étudié ces New Ways of Working, et on a comparé, si vous voulez, nos données sur deux terrains, comme l'annonçait Delphine. Et donc, c'est cette comparaison entre deux organisations qui ont complété, maintenant, on pourrait dire, leur projet de New Ways of Working qui va nous intéresser. Alors, notre point de départ, c'est de s'intéresser à l'idéal type des espaces NWO. C'est-à-dire qu'on pose ce constat de départ de quand on parle de New Ways of Working, alors on peut mettre plein de choses là derrière, et c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui, parce que j'ai pas envie de perdre trop de temps à montrer tout ce qu'on peut mettre derrière le NWO, mais généralement, il y a des choses qui sont standards, qui sont les mêmes, qui sont transversales quelque part à tous les projets NWO. Et donc, on part de ce constat plutôt que d'assister, si vous voulez, sur ce qui pourrait faire la différence entre un projet NWO et un autre. On montre ce qui, généralement, en termes d'espace, reste homogène quand on parle de New Ways of Working. Et donc, un espace NWO, ça veut dire quoi? Et pour le reformuler autrement, si vous avez l'occasion de visiter des entreprises qui ont mis en place des projets NWO, vous allez en voir une, deux, trois, et au bout d'un moment, vous allez vous dire, ah oui, là, je commence à comprendre qu'il y a quand même quelque chose qui sous-tend la conception de ces espaces et qui reste relativement homogène en fonction des cas. Alors, le premier point qui est, je pense, fondamental, quand on parle de NWO, on est dans des espaces qui sont partagés. C'est-à-dire que le point de départ du NWO, il est généralement de se dire il démarre d'une stratégie de rationalisation des espaces de travail.
et de calcul du taux d'occupation. Donc, typiquement, quelqu'un dans l'entreprise, à un moment donné, va se dire, bah, tiens, on occupe aujourd'hui une superficie de autant, et on pourrait très bien fonctionner avec le même nombre de personnes, avec une superficie moindre, puisqu'on constate que certaines personnes occupent leur espace de travail à 50%, c'est-à-dire sont en moyenne présents à 50% à leur poste de travail. Je vais un peu vite, mais tout ça pour vous expliquer qu'on a vraiment ce raisonnement, cette volonté de se dire on pourrait tout aussi bien fonctionner avec un espace total réduit. Et donc, il y a derrière, évidemment, une économie de coût qui est fondamentale. Mais la condition pour que ça fonctionne, c'est qu'on n'ait plus un espace, un bureau attribué par utilisateur. C'est-à-dire que les utilisateurs vont se partager l'espace de travail. Ce qui veut dire que typiquement, si on a 100 postes de travail pour 100 personnes, on pourrait fonctionner avec 80 postes de travail pour 100 personnes, par exemple. Il y a des calculs qui valent ce qu'ils valent, hein, qui sont effectués là derrière, mais on a toujours ce type de démarche dans les projets NWO, de se dire il faut partager l'espace. Et donc l'espace devient quelque part à la fois à tout le monde et à la fois à personne. Et donc moi, quand j'arrive travailleur ou manager, peu importe, dans un environnement NWO, je n'ai pas un espace qui est à moi et à la fois, je peux m'installer partout où je veux dans l'espace de travail. Donc, on peut le voir évidemment de façon positive ou négative en fonction des sensibilités. Mais donc, c'est cette caractéristique qui est fondamentale. Si on n'a pas ça, moi, j'ai jamais vu de projet NWO où on n'avait pas cette ambition de séparer, si vous voulez, l'individu de son poste de travail et de mettre à disposition les espaces à l'ensemble de l'entreprise. Deuxième point, c'est que cet espace de travail est hétérogène, parce qu'évidemment, ça n'a pas de sens de recréer des bureaux individuels. C'est-à-dire que si on vous prive de votre bureau et qu'on vous dit, oui, mais maintenant, on va recréer un bâtiment où on va mettre un nombre de bureaux identiques et dont l'organisation et la configuration est absolument identique, ça n'a absolument pas de sens. Par contre, de se dire on va profiter de ce partage d'espace pour diversifier les zones de travail, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi derrière les projets NWO. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, il va y avoir des zones de concentration où on va mettre en place des aménagements spatiaux qui vont favoriser le travail qui nécessite de la concentration. Voilà, des zones de réunion, des zones de créativité, de brainstorming, des touchdowns où on peut se poser 10 minutes, voilà, toute une série de... Donc, il y a vraiment cette réflexion sur la diversification des types de zones dont les finalités diffèrent, donc qui sont supposées, quelque part, répondre à des attentes différentes de la part des travailleurs. Alors ici, je traduis les caractéristiques de l'anglais, donc ce n'est pas tant l'espace de travail qui est nomade, c'est plutôt les utilisateurs qui vont être nomades, et l'espace, lui, va plutôt être fluide. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, pour que les deux premières caractéristiques fonctionnent, il faut que les gens soient mobiles, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils se déplacent d'un poste de travail à un autre. Et on aura l'occasion d'en reparler, mais quand on met en place ces projets NWO, on est obligé de dire ça aux personnes, parce que évidemment, si les personnes restent toujours au même endroit, on en revient quelque part à la situation pré-NWO et ça rend absolument caduque ces différentes zones de travail et ce principe de on se déplace en fonction de l'activité qu'on veut réaliser. Donc ça repose toujours sur ce caractère fluide des espaces et nomades des utilisateurs. Et puis l'espace, dernière caractéristique, est souvent horizontal. Alors on veut dire par là que les relations, les symboles hiérarchiques sont de moins en moins visibles. Donc, c'est terminé le bureau du manager avec deux fenêtres versus celui de l'employé avec une fenêtre, etc. Non, on ne peut pas, a priori, c'est souvent ce qui est d'ailleurs annoncé dans ce projet, quelqu'un qui rentre dans cet espace de travail ne peut pas deviner quelque part la fonction des personnes dans l'espace simplement en regardant cet espace. Donc, il n'y a pas de signe de statut, de signe de différenciation hiérarchique. Alors, c'est un critère qui est évidemment, bon, dans certaines entreprises, on a été jusqu'au CEO, hein, donc le CEO de l'entreprise, quelque part, pourrait être assis à côté d'un collaborateur dans l'espace. Et dans d'autres boîtes, voilà, on garde quand même certains symboles de statut, mais en tout cas, les managers de première ligne sont mélangés, si vous voulez, avec leurs équipes, et donc il n'y a plus de différenciation. Et donc, la question qu'on se pose, c'est comment cet idéal s'incarne vraiment dans les organisations qui s'engagent dans un projet nouveau. Donc ça, c'est la base qui, si vous voulez, un peu théorique, mais qui permet aussi de comprendre ce qu'on met derrière ces espaces. Et maintenant, je vais un peu vous expliquer donc, rapidement le contexte de l'étude. On a comparé alors, deux cas belges, une entreprise d'assurance, donc une banque assurance, et une entreprise plutôt du secteur des transports, mais la partie administrative évidemment de son activité. Et on a suivi le processus de changement donc dans le temps, hein, jusqu'à son résultat à l'aide d'observations et d'interviews avec certains acteurs.
Et donc, comparaison en 3 temps, je vous disais, le premier de ces temps, c'est de décrire l'idéal type d'espace local, c'est-à-dire est-ce que ce que je viens de vous raconter, ça se retrouvait dans les cas quelque part. Et puis, on a peu à peu regardé les pratiques de sense-giving, c'est-à-dire une fois qu'on avait défini ce qu'on attendait de l'espace, comment est-ce qu'on a fait pour essayer de donner du sens dans l'organisation, de faire percoler ces idéotypes au sein de l'organisation. Donc, en gros, comment on a communiqué sur le NWO au sein de ces entreprises. Et puis, quid des pratiques d'enrôlement, c'est-à-dire quel rôle est-ce qu'on a essayé de donner aux managers, aux middle managers et aux employés de l'organisation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait concrètement en termes de gestion du changement. Et donc, on avait ce tableau, alors je vais le passer assez rapidement, mais qui comparait les 2 cas, donc une compagnie d'assurance à gauche et une entreprise de transport à droite. Donc, vous voyez deux entreprises plutôt importantes en termes de nombre de travailleurs. Et on remarque que quand on s'intéresse à ces projets, l'idéal type de leur espace, c'est un peu ce que je vous ai raconté en amont. Donc, c'est-à-dire, on a dans les 2 cas, un projet de déménagement où on se dit, OK, on va essayer de rationaliser l'espace parce que le mètre carré, il est cher. Le prix du mètre carré est très cher. Et donc, on va essayer de fonctionner avec un espace réduit. C'est possible. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles technologies, etc., qui nous permettent de faire du travail à distance, etc. On va mettre en place donc des espaces de travail ouverts, partagés, avec des zones de travail distinctes, et les bureaux ne seront plus attribués. Voilà, donc c'est exactement les caractéristiques les 4 caractéristiques que je vous proposais plus tôt. La seule différence, c'est que dans le deuxième cas, le CEO, je crois que le top management a quand même gardé, si vous voulez, son espace qui lui était attribué. Donc, on a un idéal type qui est le même, c'est-à-dire un projet de réaménagement de l'espace qui, a priori, est le même des 2 côtés. En termes de sense-giving, donc de ce qu'on a dit sur le projet NWO, d'un côté, on a mis en place ces équipes projets, alors Bricks, Bytes, Behavior, c'est-à-dire espace, technologie et comportement, culture, si vous voulez. Et on a commencé à communiquer sur le projet comme étant un projet visant à amener de la responsabilisation du travailleur, de l'autonomie, de la confiance dans la relation managériale, à instaurer du management par objectif, etc. Donc c'est la couche, si vous voulez, un peu de discours qui vient enrober la transformation de l'espace. Et on remarque que des 2 côtés, même s'il y a des différences, on est relativement dans des choses qui sont relativement similaires, même si les mots ne sont pas toujours les mêmes. De l'autre côté, on a surtout dans la société de transport insisté sur la flexibilité, la transparence et la proximité des travailleurs avec les équipes managériales. Mais donc, on a dans les 2 cas ce travail plutôt discursif, narratif, qui est assez intéressant à étudier et qui là varie fortement en fonction des entreprises. Et donc, toujours quelque chose d'assez similaire. Et puis, quand on en vient aux pratiques d'enrôlement, c'est-à-dire à la façon dont on a mobilisé les équipes, les collaborateurs dans le projet, on voit que d'un côté, on a un peu le cas presque rêvé, idéal en termes de gestion du changement, où on a des roadmaps très clairs qui prévoient des réunions d'équipe. Donc pour chaque équipe de travail, il y a eu une aide, si vous voulez, de l'équipe projet pour dire, tiens, vous, comment est-ce que vous allez fonctionner dans ces environnements NWO, comment ça va se passer. Il y a eu des workshops, il y a eu des formations, c'est-à-dire où on a concrètement mis les gens dans des espaces tests NWO et où ils ont pu se les approprier pendant ces sessions de formation. On a désigné des ambassadeurs parmi les équipes qui étaient quelque part, ambassadeurs, pas ambassadeurs évidemment, mais qui étaient un peu chargés de répandre la bonne parole, si vous voulez, du NWO au sein de leurs équipes. On a engagé des coachs pour venir soutenir le middle management. Voilà, il y a une plateforme interactive où on pouvait poser ses questions, le ticketing ou un système de ticketing où les gens pouvaient faire remonter leurs problèmes. Donc, énormément d'options pour les collaborateurs et les managers de s'approprier ces nouveaux espaces. Et donc, les chefs d'équipe ont été extrêmement sollicités et embarqués dans le projet. De l'autre côté, rien du tout, rien de tout ça. Donc, de l'information, si vous voulez, top-down, mais ni consultation, ni implication des travailleurs, et aucun rôle spécifique donné au middle manager. Donc là, quand on arrive là, nous, en centre de recherche spécialisé dans la gestion du changement, on se dit exceptionnel. On a un cas, quelque part, d'école, et un cas, quelque part, on peut s'attendre à ce que ça soit complètement, à plus de résistance, en tout cas, au final. 2 petites citations qui montrent qu'on est bien d'accord d'un côté et de l'autre. On a quelqu'un dans l'équipe projet qui nous dit, bah oui, effectivement, on a voulu mettre l'accent sur le rôle de ces middle managers. Et de l'autre côté, le HR director de la société de transport qui nous dit, c'est vrai, on reconnaît après coup que c'était une faiblesse de notre projet, qu'on n'a pas assez appliqué le middle management.
Donc, on est à peu près certain de notre coût. Et puis, donc, la théorie voudrait qu'il y ait des différences marquées en termes de gestion du changement qui vont influencer l'espace vécu. Or, et là, c'est un peu une surprise pour nous, quand on regarde les espaces une fois qu'ils ont été terminés et que les utilisateurs les utilisent, en fait, on remarque des comportements qui sont extrêmement similaires dans les deux cas. Et donc, je l'ai passé en revue et qui viennent contraster la façon dont les chefs de projet ont pensé quelque part le projet. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? À gauche, je vous propose de reprendre les 4 caractéristiques. Donc, l'espace conçu, il est conçu comme étant partagé ou déterritorialisé. C'est le mot qu'on utilise en anglais pour montrer qu'il n'y a plus de territoire et qu'il y a une espèce d'un seul territoire unique occupé par tous les travailleurs. Et on observe, deuxième colonne, toute une série de comportements de contestation. Donc, on remarque que les gens vont quand même se réapproprier des espaces. Alors, pas de façon toujours aussi visible et évidente que c'était avant, mais on a des stratégies de personnalisation de ces espaces, c'est-à-dire que les personnes commencent quand même, voilà, typiquement ce qu'on a pu observer, pour vous donner un exemple concret, c'est ce à quoi les équipes n'avaient pas pensé, c'est une personne qui a une chaise ergonomique. Cette personne va mettre sa chaise ergonomique quelque part, et qu'est-ce qui va se passer? Concrètement, elle va toujours s'asseoir sur sa chaise ergonomique au même endroit, et il y a une espèce de consensus invisible entre les collègues pour que, oui, on ne va pas lui prendre sa chaise ergonomique puisque cette personne a des problèmes de dos, et on ne va pas lui faire traballer sa chaise d'un espace à l'autre au cours de la journée. Donc cette personne, concrètement, elle a son espace de travail, son bureau. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est dit, mais c'est quelque chose qui est accepté dans les équipes. Donc, il y a toute une série de barrières, de territoires qui se recréent dans ces espaces vécus, notamment des barrières linguistiques, puisqu'on dans l'équipe qu'on a étudiée, il y avait des équipes francophones et néerlandophones, et donc on avait les francophones d'un côté et les néerlandophones de l'autre, par exemple. Donc, on recrée quand même des territoires, et il y a ce processus de colonisation des espaces qui s'observe des deux côtés, donc dans les deux entreprises. L'espace qui était censé être hétérogène, c'est-à-dire qui était censé être avec des zones différenciées, zones de concentration, zones de collaboration, on remarque qu'en fait, les gens n'en ont pas grand-chose à faire de ces zones et que ça ne correspond pas toujours à leur contrat d'activité. Donc, on voit des personnes qui nous disent « moi, je dois être en permanence téléphonique de 9 à 17 heures ». Et donc, s'il n'y a plus de place dans une zone standard et que je vais dans une zone concentration, oui, je décroche le téléphone dans la zone concentration où on est censé observer des règles de silence. Et tout le monde le comprend parce que c'est la nature de mon activité. Et donc, on détourne quelque part les zones qui étaient pensées théoriquement pour remplir des fonctions spécifiques de cette sorte-là. Et donc, il y a des zones qui ne sont pas du tout utilisées, d'autres qui ne sont pas utilisées comme on le voudrait. Les petites bubbles, salles de réunion, 2 à 3 personnes pour des petites réunions informelles. On voit que parfois, c'est squatté quelque part par des personnes qui ont juste envie d'être dans une salle fermée, etc., etc. Donc on voit que l'espace, en fait, plutôt que d'être différencié en fonction des zones, il est surtout contraint par les contraintes de l'activité des personnes finalement qui habitent cet espace. Alors, je vous disais, les utilisateurs sont censés être nomades et bouger, et en fait, on se rend compte qu'ils n'ont pas envie de bouger. Et donc, je généralise un petit peu, c'est-à-dire que certains managers ou même collaborateurs jouent le jeu et donc se déplacent et sont très contents de pouvoir utiliser à fond les zones de travail. Mais on peut, grosso modo, 90% des personnes dans les deux cas n'avaient pas besoin de bouger pour leur activité. Et donc, ça ne faisait pas sens pour eux de passer d'une zone à l'autre parce ils préféraient rester à leur poste de travail. Et là, on a un clash parfois important entre ce que nous disent les chefs de projet. Typiquement, moi, je ne peux pas concevoir qu'une personne soit heureuse en restant de 9 à 17 heures au même poste de travail. Il faut bouger. Et les utilisateurs qui disaient, moi, je n'ai pas envie de bouger, je ne vois pas l'intérêt, etc., etc. Donc, des utilisateurs beaucoup plus immobiles que prévu, beaucoup plus sédentaires. Et pour terminer, l'espace soi-disant horizontal, on voit qu'en fait, les managers recréent de la stratification. Et donc, inévitablement, dans certaines équipes, on voit que, par exemple, les collaborateurs savent très bien où est le bureau du manager. Même si formellement, il n'y a plus le bureau du manager, mais quand le manager se met toujours à la même place, personne ne va oser, quelque part, s'asseoir là où il s'assied d'habitude quand il n'est pas là. Donc, on recrée des symboles de statut et on voit que ces managers occupent systématiquement certains espaces, par exemple, les petites bubbles dont je vous parlais, etc., etc.
Donc voilà, pour conclure, pour ne pas être trop long, on voit qu'il y a un contraste flagrant dans les deux cas entre la façon dont l'idéal type, donc la théorie sur le NWO, si vous voulez, ce qu'on en dit, et son incarnation concrète. Et ici, j'étais un peu vite sur certains exemples, mais si certaines choses ne sont pas claires, on peut évidemment en discuter après. Mais donc, dans la façon dont c'est vécu, on s'éloigne très fort de la façon dont c'est vendu, quelque part. Et c'est quelque chose qui est inévitable. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les utilisateurs vont toujours pouvoir jouer un petit peu dans la façon dont ils vont se réapproprier ces espaces. Ils vont toujours pouvoir s'écarter de ce qui était prévu. Et dernier constat, alors qui est évidemment nuancé, mais on voit que peu importe quelque part, on peut mettre autant d'attention qu'on veut dans la gestion du changement, on voit que ces comportements de réappropriation en fait seraient a priori inévitables, puisqu'ici on compare un cas, je vous disais, un cas un peu d'école qui a fait beaucoup de choses en termes de gestion du changement et un cas un peu plus, qui a été un peu plus vite, je dirais. Et donc on voit que les comportements sont grosso modo les mêmes, quelles que soient les stratégies de gestion de changement. Donc ce qui est un constat pertinent, évidemment, je voudrais terminer là-dessus. Notre message n'est pas de dire ne faites pas attention à la gestion du changement, mais plutôt de bien montrer que sur la réappropriation des espaces, il y a toujours, les utilisateurs vont toujours pouvoir jouer et se détourner de ce qui est pensé à la base par les concepteurs. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je répondrai avec plaisir à vos questions dans la suite de la conférence. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous nous entendez bien. Oui, c'est bon, cool. D'abord, merci évidemment pour l'invitation. Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir être là et de partager certaines notions justement avec Grégory, avec qui on a un peu échangé avant la création de cette keynote. Donc du coup, nous aujourd'hui, on va un petit peu vous présenter comment on aborde ces nouvelles façons de travailler et comment on aide aussi forcément les porteurs de projets à les mettre en place. Petite parenthèse, donc, nous, on est donc une agence créative qui est fondée à Liège. Donc ça, comme Delphine nous le disait. Notre particularité, c'est d'avoir tous des profils très différents. Donc on a des architectes, des designers, des graphistes qui travaillent en interne. Et pour la petite histoire, John et moi, on a une base de designers industriels. Du coup, dans notre parcours, forcément, pour un peu reprendre ce que Mme Gérard disait aussi, on met l'expérience utilisateur au centre du processus créatif. Donc, le design, logiquement, c'est adapter l'outil à l'homme et pas l'inverse. Donc, du coup, forcément, pour nous, les New Way of Working font évidemment écho à ça. Donc, aujourd'hui, dans les New Way of Working, on va peut-être aller un petit peu moins loin que ce que Grégory nous a présenté, mais peut-être un peu refléter le pourquoi le mal-être, ou en tout cas, cette définition des New Way of Working est parfois mal adaptée. Ouais. Ah, okay. Du coup, pour nous, donc, on entend beaucoup parler New Way of Working, les gens se questionnent beaucoup. On a encore vu aujourd'hui par rapport au sondage qu'il y avait vraiment des gros questionnements là-dessus, hein, du côté très positif au côté très négatif de l'idée. Et forcément, quand on voit un petit peu même les principes que Grégory montrait, les New Way of Working, c'est quand même une image un petit peu idéale. Donc forcément, quand on arrive avec une image idéale, c'est toujours très difficile de pouvoir oser dire non à ça. Et donc, on sent un petit peu cette envie d'imposer une image qui ne nous correspond peut-être pas tout à fait. C'est pour ça que nous, quelque part, aujourd'hui, on précisait un petit peu le si t'es pas no, t'es pas cool. C'était un petit peu cette espèce de diktat de la mode qui dit que si vous voulez faire des bureaux actuellement, vous devez passer par les New Way of Working et tout ce que ça en découle. Du coup, pour nous, l'intéressant aujourd'hui, c'était un petit peu de vous montrer les pièges dans lesquels pas tomber, ou en tout cas, ce que nous, on représente souvent, ou on voit en tout cas dans les projets qu'on réalise. Alors ici, on a fait une petite caricature avec John en vous proposant forcément deux personas. Alors, ils sont évidemment choisis pas au hasard. C'est un peu l'idée de se dire, vous avez Madeleine. Donc Madeleine, c'est une personne qui a 55 ans, elle est comptable, elle travaille depuis 20 ans dans la boîte pour laquelle elle travaille. Du coup, donc, pour reprendre un petit peu l'idée, c'est de se dire, comme nous, on aime bien travailler directement au vu des gens, c'est un peu de se dire, si on prend donc, Madeleine, donc maintenant vous voyez Madeleine, qui a 55 ans, qui est comptable, comme je vous le disais, elle travaille depuis 10 ou 20 ans dans la même boîte,
Elle travaille avec Marc. Marc est vraiment quelqu'un à qui elle partage des moments. Ils s'échangent de la soupe sur les temps de midi. Et ils ont une synergie à eux deux qui fonctionne très bien. À côté, on a Jay. Jay, il a 32 ans, il est UX designer, il est passionné d'IT, il a fait sa formation à San Francisco et ça fait 1 an qu'il est dans cette même boîte que Madeleine. Et par rapport à ça, si à ces deux personnes-là, on posait la question, est-ce que vous seriez enthousiaste au changement, à travailler en collaboration avec beaucoup plus de respect mutuel, avec des grandes valeurs d'entreprise? On se rend compte qu'à ce genre de questionnement, il est très difficile, ou en tout cas honnêtement, de pouvoir dire non. C'est un petit peu la philosophie des New Way of Working, où on arrive avec cet idéal où quelque part, bah, je ne vois pas comment on pourrait dire non, je n'ai pas du tout envie de m'investir dans mon travail, je n'ai pas envie de travailler par objectif, je ne veux pas avoir plus de liberté. Donc, quelque part, c'est difficile de pouvoir aller directement contre. Par contre, si on propose aussi bien à Madeleine qu'à Jay de dire, voilà, la solution par rapport à toutes ces envies-là, c'est du flex desk. Donc, c'est un petit peu ce que Grégory disait. Comment est-ce que Madeleine va se retrouver dans ce monde où elle, en fait, elle a la photo de ses petits-enfants, elle a toujours travaillé avec Marc, elle a tous ses repères, elle travaille en archive, elle est en comptabilité, donc elle a un besoin matériel qui est certainement différent de celui de Jay. Et lui, Jay, tout compte fait, il a toujours travaillé avec son portable, parfois sur ses genoux, dans un divan, et donc il est très mobile. Et donc, souvent, c'est entre la différence entre la théorie qu'on présente et cet engouement face à forcément une image qui est idéale, et puis la réalité exprimée ou imposée. Du coup, forcément, quand on a des personas, on se rend compte parfois de la difficulté à avoir un ensemble qui répond pour tous. L'autre point, c'est aussi du façon, côté manager, c'est de penser mon équipe est de composer que de J. C'est un petit peu ce que Grégory disait aussi, où le manager se dit, moi je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas envie de bouger. C'est-à-dire que le manager se dit, il imagine, en fait, il crée un persona qui ne représente pas du tout en fait son public cible. Et donc il se dit, moi j'ai que des J, donc ils vont tous travailler avec un portable. Et il oublie un peu que dans l'ensemble de son entreprise, il y a différentes fonctions et différents utilisateurs. Du coup, c'est un peu l'idée de se dire, pour nous, la New Way of Working, ce n'est pas une fin en soi. On ne doit pas se dire, je dois passer dans ce filtre-là et tout le monde doit passer à la moulinette. Donc, pour nous, on doit repartir plutôt d'un utilisateur. Du coup, alors, voilà. Du coup, ici, nous, on a plutôt créé un schéma qui nous permet d'aider donc les porteurs de projets ou en tout cas les gens qui veulent refaire un bureau pour un petit peu le parcourir et vraiment créer la vision globale de ce que c'est un projet de bureau. Du coup, pour nous, déjà, un bureau, ça fait partie de votre processus. C'est plus un simple lieu où on vient s'asseoir. Le bureau est à l'image de qui vit dedans et ce que vous y faites. Du coup, dans ce schéma-là, pour nous, la plus grande part du changement, en fait, c'est cette culture d'entreprise. À partir du moment où vous savez qui vous êtes, vous savez comment vous devez faire les choses. Donc ici, on a un petit peu repris des pôles où vous avez par exemple les utilisateurs. Donc pour nous, on va vraiment essayer d'aller définir, comprendre et respecter aussi les utilisateurs. Donc c'est pas faire une enquête, avoir une solution et se dire ah oui, mais ça ne me colle pas à mes New Way of Working, tant pis, ils s'habitueront. Non, c'est vraiment de se dire qui sont mes utilisateurs et d'en faire une image des personas. Quand on a ces utilisateurs, forcément, on peut aller chercher aussi des fonctions. Du coup, les fonctions, c'est quoi? C'est de nouveau les fonctions que les utilisateurs ont besoin, mais aussi l'espace. On entendait tantôt que derrière l'envie de placer les New Way of Working, il y a une réduction du nombre de mètres carrés. Si forcément votre envie primaire, c'est de réduire les bureaux pour gagner de l'argent, techniquement, le sens caché de ça n'est pas tellement de donner le plus grand confort à vos utilisateurs, mais plutôt de faire une économie. Je veux dire, si on voit un peu le travers de pourquoi on pourrait placer des New Way of Working de façon un petit peu, pour nous, maladroite. Et du coup, ça reprend un peu le côté, la petite bulle au-dessus, où vous avez donné du sens. Si vos utilisateurs ne comprennent pas pourquoi vous voulez faire un changement, ou s'ils ne sont pas intégrés à ce changement, vous allez avoir une perte d'adhésion. L'adhésion est vraiment le lien entre le sens profond du pourquoi et ses utilisateurs. Vos utilisateurs, on le voyait avec les remarques de Grégory,
à mon avis, ils aiment bien travailler ensemble. Donc, il y a un côté bien-être, satisfaction et relation qui est important. C'est ça qui crée la cohésion. Donc, quand vous allez avoir une cohésion de groupe qui décide de se décaler de votre idéal de bureau, forcément, ils vont avoir une cohésion, mais qui va être en parallèle de ce que vous aviez pensé. Du coup, si vous arrivez à recréer cette adhésion plus la cohésion, vous aurez forcément un bureau qui va vivre par ses utilisateurs. Et puis, vous voyez, nous, on a quand même laissé le New Way of Working en disant, on ne jette pas le New Way of Working en disant ça ne sert à rien. C'est plutôt de se dire, on ne va pas l'utiliser comme un dictat imposé, mais plutôt comme une boîte à outils. Ou en tout cas, comme disait Grégory, les New Ways of Working avec un S, ça entreprend tellement des principes managériels, des espaces. C'est très complexe. Et du coup, essayer de dire, on va tout mettre pour faire un projet, pour nous, ça ne nous paraît pas la meilleure vue. Du coup, on préfère repartir en disant, vous avez un projet de bureau, donnez du sens avec vos utilisateurs, englobez ça avec votre réelle philosophie d'entreprise. Donc, ne pensez pas, je suis un J, si vous savez que, entre guillemets, vous êtes une Madeleine. C'est deux schémas très différents, mais ce n'est pas grave d'être une Madeleine. Et quelque part, il ne faut pas spécialement être cool pour faire un bureau. Donc, prenez un bureau qui vous ressemble. À partir du moment où vous serez, ce côté, comme on dit, honnêteté et authenticité, en tout cas dans votre pourquoi je fais mes nouveaux bureaux, et vous pourrez aller vous nourrir du New Way of Working. Mais Grégory le disait très bien, si vous avez des gens, des utilisateurs, 70% de chez vous travaillent avec du bi-écran, avec, entre guillemets, du matériel qui n'est pas du tout nomade, et que vous n'implantez pas, vous, un système qui leur permet d'être nomades, ils vont rester chaque fois où ils auront le plus grand confort par rapport, évidemment, à leurs compétences ou en tout cas à ce qu'ils doivent réaliser comme tâche. Donc, pour nous, les New Way of Working, c'est vraiment une source d'inspiration pour nourrir votre projet. On a toujours fait un petit peu le parallèle en préparant la keynote. C'est un peu comme une bolognaise. Vous avez tous la bolognaise du dimanche. Si vous avez envie de mettre des carottes dans votre bolognaise, ce n'est pas parce qu'un grand chef a dit que la bolognaise, ça se faisait sans carottes, que vous êtes obligé de manger de la bolognaise qui ne vous plaît pas. Donc, il faut vraiment trouver sa propre recette, sans mettre tout. L'ergonomie est importante. On voyait le confort thermique, le confort acoustique. C'est des choses qui, ça, doit faire forcément. C'est une obligation dans les projets. Mais faites des projets qui vous ressemblent, pas des choses sur lesquelles vous adhérez, tel, en effet, un nouveau dictat de la mode. Vous dites, si on ne passe pas par là, on n'est pas cool. Il faut au moins s'affranchir de ça et pouvoir se dire, nous, on veut des bureaux pour nos collaborateurs et des bureaux qui vont dans le sens du processus que vous voulez mettre en place pour développer vos activités. Donc ça, c'est un petit peu un schéma qu'on utilise beaucoup pour comprendre en tout cas vers où le client veut aller dans son aménagement de bureau. Du coup, maintenant, on en a parlé au début, on va un petit peu vous expliquer le schéma qu'on a eu avec le projet de la Grand Poste. Et ça, je vais laisser parler John, puisque c'est lui qui s'en est occupé. Et comme ça, vous verrez un petit peu le côté plus de mise en pratique, en tout cas, de ce schéma-là et de notre façon de voir et d'aborder les aménagements. Bonjour à tous. Donc voilà, concernant le projet Grand Poste, pour remettre en fait le cadre au projet, ça s'inscrit vraiment dans un projet plus ambitieux qui est le district créatif de Liège. Et donc la Grand Poste en sera le phare. Donc c'est un projet qu'on a développé avec Grand Poste SA qui est en cours de réalisation, qui sera fini dans les prochains mois si tout va bien, mais qui est déjà très avancé. Donc, pour faire un peu le parallèle avec ce que Rodrigue a dit tout à l'heure et par rapport au schéma, si nous on reprend un peu la philosophie d'entreprise, la culture d'entreprise ici, c'était plutôt un projet en fait qui se voulait fédérateur, avec qui parlait plutôt aux entrepreneurs et qui voulait créer un espace d'échange, de networking, qui permettait en fait de suivre un entrepreneur de sa naissance à son éclosion, si on peut dire, et donc qu'il puisse lui proposer différents types d'espaces qui vont correspondre à ces états de développement. Je vous montrerai plus tard comment on a imaginé ça. Vous verrez comment on est parti dans ces différents détails. C'est donc forcément un projet sur lequel on a travaillé en s'inspirant des nouvelles manières de travailler, parce qu'on en a déjà fait quelques-uns dans cet esprit-là. Et ici, le sujet s'y prêtait assez bien parce que le public étant assez large avec des fonctionnalités assez différentes,
on a pu un peu regarder à ces parties-là. C'est un projet aussi qui se veut fédérateur au niveau économique. Donc, l'objectif ici, c'est que les utilisateurs de l'espace puissent en fait bénéficier d'un réseau pour pouvoir grandir et faire évoluer leur entreprise. Donc, la première chose qu'on a fait pour développer le projet de la Grand Poste, c'est quoi? C'est d'essayer en fait, de comprendre en fait, qui étaient nos utilisateurs. Donc, on a défini des utilisateurs types. Donc, le premier travail étant de se dire, voilà, la Grand Poste, quel type de personnes elle veut accueillir et comment on veut les accueillir. Et donc, c'est là où on a en fait défini l'écosystème avec le client. Donc, on s'est dit, quelles sont les différentes étapes et quels sont les différents besoins pour les entrepreneurs. Donc, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on fonctionne? Il y a effectivement des structures comme le Lean Square et comme le Venture Lab qui sont des grands vecteurs au niveau économique et qui sont en fait la naissance en fait, des entreprises et des startups. Et puis, ces startups-là vont avoir différents besoins. Donc, on est parti donc, de cette partie-là en disant comment est-ce qu'évolue une entreprise? La première chose, c'est on est dans un cocon, on est aidé et on est entouré par des incubateurs ou par des sociétés qui permettent en fait le développement. Et puis, ces entreprises-là, petit à petit, vont commencer à grandir. Elles vont peut-être avoir besoin d'un espace pour lequel un espace un peu plus dédié. Et puis, elles vont encore grandir, elles vont avoir besoin d'un espace où elles vont pouvoir accueillir tous leurs collaborateurs. Et puis, après ça, éventuellement, avoir des bureaux qui leur seront propres parce que la taille ou leurs besoins font que les espaces prévus avant ne correspondent plus à leurs besoins et finalement, peut-être carrément sortir de cet écosystème pour créer leur propre philosophie, quoi. Donc ça, c'était vraiment le postulat qu'on avait par rapport à cet espace Grand Poste et c'est dans ce sens-là qu'on a essayé de développer le projet. Alors, pour essayer de comprendre en fait les besoins de chacun, comment est-ce qu'on a fait? On est parti sur des interviews. Donc, on s'est dit, OK, ça va, comment fonctionne une entreprise start-up ou quels sont leurs besoins? Pour ça, on a été interrogé le Venture Lab, Lean Square et d'essayer de voir un peu comment les différents utilisateurs vivaient cet espace et quels étaient leurs besoins, les besoins liés à leur activité. Donc ça nous a permis de sortir un certain nombre de fonctions par rapport à ces entreprises. Et donc dire, voilà comment vous voyez cette évolution et comment est-ce qu'on l'a fait. Et donc ça, c'est là où on a pu se rendre compte voilà, des besoins en termes de poste de travail qui sont plutôt flexibles parce qu'au début, les entreprises, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont besoin d'échanger, elles ont besoin de pouvoir avoir un réseau, donc développer le réseau. Donc cet espace à la Grand Poste va pouvoir leur permettre d'élargir le réseau, de pouvoir échanger et de pouvoir avoir un espace assez flexible parce qu'on ne va peut-être pas y travailler toute la journée. On va peut-être venir une fois ou deux par semaine parce que les startups, des fois, ils ont un boulot sur les côtés, donc ils n'ont pas ce besoin de bureau fixe. Ils ont plutôt besoin d'un bureau qui sera plutôt temporaire. Après, quand elle va grandir, qu'est-ce qui va se passer? C'est que elle va devoir collaborer beaucoup plus souvent, elle va devoir se développer. Donc là, peut-être qu'elle aura besoin d'un endroit où elle va s'y retrouver tous les jours parce que comment son activité a permis s'est développée. Et donc, elle va devoir l'utiliser plus souvent et tous les jours. Et donc là, elle va avoir besoin d'un espace où elle peut s'y installer toute la journée et savoir où elle va, en fait. Donc, ce sera un espace qui lui est dédié, qui lui est propre. Ensuite, éventuellement, elle va avoir besoin d'un espace fermé. Donc là, on a les bureaux privatifs à la Grand Poste qui permettent de faire ça. Donc, se dire, finalement, moi, j'ai besoin d'un bureau qui est propre à mon équipe, qui me ressemble un peu plus et que je vais pouvoir fermer, parce que les dedicated à la Grand Poste, vous le verrez dans les images, sont des bureaux semi-ouverts. Et puis, les team space sont des bureaux fermés, alors qu'on va pouvoir avoir de manière totalement privative. Et ensuite, c'est la partie, entre guillemets, éclosion, où là, on va pouvoir partir dans ses propres bureaux.
Donc ici, juste pour montrer donc une des images, donc là, c'est plus par rapport à des espaces, on va dire, d'échange. Donc, comme on l'a vu au départ, ben, dans les espaces, dans la nouvelle manière de travailler, etc., les échanges sont assez importants. Donc ici, on va essayer de créer un espace où on va pouvoir échanger, aussi un espace où les personnes se sentent bien, des espaces un peu plus informels pour créer une ambiance de travail en fait, qui va permettre aux gens de se sentir bien et d'avoir un environnement agréable. Parce que comme vous l'avez tous remarqué, donc maintenant tout le monde travaille à la maison, donc le bureau devient un peu la maison aussi. Les standards pour la partie bureau ont un peu changé. Avant, c'était un espace purement fonctionnel. Maintenant, c'est un espace aussi qui doit être agréable à vivre. Et donc, l'intérieur est vraiment pensé aussi dans ce sens-là, en favorisant des espaces d'échange ici informels, où on boit son café en arrivant le matin et où on peut rencontrer des gens aussi de manière inopinée ou de faire un bref point sur un sujet. Ici, ben, donc ça, vous êtes à l'étage à la Grand Poste. Donc, quand on parlait de variété d'espaces différents, ben, ici, on les retrouve assez bien. Donc, je ne sais pas si vous voyez le pointeur de ma souris. On a ici des espaces de travail qui sont en posture haute. Donc là, c'est éventuellement, on s'y installe quand on va travailler une demi-heure, 1 heure, 2 heures. En tout cas, ce n'est pas un endroit où on va forcément rester toute la journée. C'est un endroit où on fait des choses de manière plus informelle. On écrit un petit mail rapide. Ce n'est pas un endroit qui nécessite une grande concentration. À côté de ça, ici, sur la droite, on peut retrouver des box fermées. Donc ça, c'est dans l'idée de pouvoir justement faire des réunions plus intimes. Ces box sont bien sûr sous réservation parce que sinon, c'est un peu anarchique dans la manière de fonctionner. Donc, c'est des éléments qu'on va pouvoir réserver pour faire une réunion avec des collaborateurs ou avec une autre personne à la Grand Poste ou même avec un client extérieur, pourquoi pas. Et des box dans lesquelles on peut aussi s'isoler. Parce que l'objectif de ce genre d'aménagement, c'est aussi de pouvoir optimiser les espaces. En fait, c'est de se dire, tous les espaces sont utilisés le plus possible et à différents moments de la journée. Et donc, à un moment donné, cette box peut être utilisée comme salle de réunion, mais peut aussi être utilisée comme zone de concentration pour pouvoir faire une tâche qui va nécessiter une attention particulière. Ici, sur la gauche, on peut retrouver ce qu'on appelle les dedicated, donc les endroits en fait, qui seront dédiés aux entreprises. Donc là, c'est des endroits où on va y aller et ça sera la place qu'on aura tous les jours. Donc ça, c'est un peu pour répondre à ce que Rodrigue disait tout à l'heure. Certaines personnes ont besoin de pouvoir s'installer au même endroit pour des raisons qui sont pratico-pratiques des fois. C'est-à-dire, voilà, j'ai des papiers, j'ai des phares, des genres de choses. Donc, je commence à avoir quand même un certain nombre de documents. Donc, j'ai besoin d'un endroit qui m'est dédié, mais j'ai quand même envie de pouvoir profiter de cet écosystème et de ce partage, de cette énergie, de ce dynamisme qu'amène un espace de coworking comme celui-là. Et donc, pour ça, je vais pouvoir aller m'installer dans ces endroits ici à gauche qui seront dédiés à mon entreprise. Ici, on voit que par rapport au bien-être aussi, il y a un élément qui est très important et ça, c'est vraiment une chance par rapport à ce projet. Et si vous allez le voir, vous vous rendrez encore plus compte. C'est vraiment un endroit très, très lumineux et donc c'est très, très agréable à vivre aussi. Ce qu'on essaie de faire dans les aménagements, c'est de donner aussi un confort de travail égal à tous les espaces pour éviter que certains espaces soient cannibalisés, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde va se mettre là parce que c'est l'endroit cool. Pour nous, tous les espaces doivent être traités avec la même attention et donc c'est vraiment important de pouvoir avoir quelque chose qui est assez juste au niveau des ambiances qu'on va y donner. Ici, c'est une autre partie, donc on est juste en face. On peut retrouver ici sur la gauche une salle de réunion. Ici, ce sont des espaces de coworking aussi un peu plus petits. Donc voilà, on va se dire, OK, moi je suis une petite start-up, imaginons que je travaille dans l'IT ou que je travaille dans le digital, j'ai peut-être pas besoin d'un aussi grand bureau. Donc moi, je vais m'installer sur une petite place là parce que j'aime bien. Et tu peux aussi l'utiliser en équipe ou tout seul ou justement, comme Rodrigue le disait tout à l'heure aussi, c'est, voilà, j'ai un groupe avec lequel j'aime bien bosser, OK, ça va, on va venir se mettre tous les 4 là et on s'installe là. Et c'est des endroits aussi qui favorisent de nouveau l'échange et le dynamisme, parce que ce genre d'espace est aussi là pour ça. L'objectif, c'est de pouvoir mélanger les différents acteurs
pour générer des idées et du dynamisme aussi. C'est-à-dire que si on est tout le temps avec les mêmes personnes ou si on n'a pas un vrai contact, en fait, on se prive de la nourriture, entre guillemets, et de la créativité éventuelle des autres collaborateurs. Et ça permet aussi de générer, en fait, des idées, une espèce de dynamique de groupe. Et c'est un peu ça l'objectif aussi de ce type d'espace. Et c'est vraiment ça qu'on a voulu faire ici aussi à la Grand Poste. C'est vraiment d'avoir des choses qui sont relativement dynamiques et qui peuvent correspondre à différents types d'utilisateurs. Parce que nous, en réalité, on a fait cette hypothèse et on s'est dit, bah, OK, voilà comment on peut répondre à tout ça. Et c'est de se dire, bah, voilà, il y aura des start-upers, il y aura des entreprises qui ont besoin d'un peu plus de place, d'autres un peu moins, et d'avoir des espaces assez hybrides et assez flexibles qui pourraient correspondre à un maximum de personnes. Avec, bien entendu, quand on parle d'open space, il y a toujours cette problématique, on l'a entendu plusieurs fois ici, de côté informel, de côté manque de confidentialité, de côté pas convivial. En fait, ici, on essaie de créer des espaces dans des espaces, mais qui ne sont pas fermés. Et donc, qui chacun donne un certain niveau d'intimité pour pouvoir en fait casser ce côté open space qu'on a l'habitude d'avoir et qui, effectivement, donne un côté très informel et pas très chaleureux aussi, quoi. Donc ici, l'atmosphère était vraiment importante. On voit aussi qu'on a travaillé avec un peu de végétation. Ça, c'est pour la partie, entre guillemets, bien-être aussi. C'est important de pouvoir amener un peu de végétal, un peu de nature dans les espaces pour casser des fois ce côté un peu rigide. Ce qu'on voit aussi nous, dans le travail ici, ce qu'on a voulu faire, c'est aussi travailler bien sûr dans le respect du bâtiment, parce que c'est important. La Grand Poste, c'est un bâtiment qui a une certaine prestance et déjà une présence, on va dire, physique. L'objectif, c'était nous de créer des éléments qui allaient s'y intégrer correctement, parce que ça, c'est important aussi, quoi. Donc, on est au service de l'utilisateur et on tient compte de l'espace qu'on a à disposition aussi pour que le tout fasse quelque chose d'harmonieux. Et donc ici, c'est vraiment, si on regarde même au niveau des codes, on récupère des codes un peu Grand Poste, c'est pour ça que vous voyez un peu des arches, etc. On s'est inspiré un peu du côté organique des éléments, des arabesques, etc. Donc ça fait aussi partie de la réflexion pour nous dans un espace, c'est de savoir où on s'insère dans le lieu et de respecter ça pour créer un ensemble cohérent. Ici, on voit un autre type d'espace. Donc ici, on est sur un open space un peu plus classique, mais on voit qu'on travaille sur des séparations pour justement donner un peu cette intimité, ou même la personne qui va arriver la journée, s'il y a des choses à déposer, s'il y a une lecture ou s'il y a une petite farde, elle peut quand même venir la mettre. Et donc, on a quand même un espace qui est relativement personnel, qu'on va bien entendu libérer en fin de journée, parce qu'on est quand même sur une philosophie ici clean desk, et de se dire, ben voilà, si demain quelqu'un va venir se mettre sur ce bureau-là, il faut qu'il puisse l'avoir dans de bonnes conditions. Par contre, on peut s'approprier l'espace le temps de notre journée ou le temps de la location. Ça, c'était vraiment important pour nous de pouvoir proposer ce genre de choses. Aussi, on a voulu, comme je le disais tout à l'heure, créer des endroits avec une intimité suffisante. Si je regarde ici, là derrière, pourquoi on a créé ce tunnel? En fait, ce tunnel, il est pas gratuit dans le dessin. Ici derrière, on ne le voit pas, mais il y a des salles de réunion. Et donc, l'idée, c'était de se dire, si je travaille là, j'ai pas l'impression d'être toujours dans un passage. Et quand je fais ma réunion, j'ai pas l'impression d'être regardé toujours par les gars qui bossent en face de moi. Et donc, naturellement, on a dessiné cet espace pour répondre à ce souci d'intimité aussi, d'intimisation et de bien-être des personnes qui vont utiliser l'espace. Donc, ça, c'est vraiment important. Et ça revient à ce que disait Rodrigue tout à l'heure, c'est l'utilisateur au centre. Donc, c'est vraiment de se dire, moi, si j'étais à leur place, coworker, comment je voudrais vivre cet espace? Ça, c'est un point de vue. Et puis après, il y a le point de vue du visiteur. Il y a aussi le point de vue de l'entretien, parce que c'est des choses auxquelles on ne va pas toujours penser. Mais voilà, il y a un entretien qui doit se faire. Si moi, je suis homme de ménage ou femme de ménage, comment j'ai envie de retrouver cet espace-là? Comment on va débarrasser tout ce qui est café, tasses, etc. Comment ce flux va se passer dans l'espace? C'est aussi des choses sur lesquelles on réfléchit et qui font pour nous partie d'une réflexion globale d'un espace. En fait, il n'y a pas que les gens qui l'utilisent, il y a les gens qui l'entretiennent et ça fait partie de tout un autre système qu'il faut prendre en considération pour nous quand on développe ce genre de projet.
Ici, voilà, on voit, ça c'est une image vraiment pour montrer le côté un peu émotionnel d'un espace et un côté voilà, vraiment visuel. Ici, on est sur une zone de rencontre informelle et derrière, en fait, ce sont des espaces de travail. Et donc, de nouveau, c'est pour marquer la différence entre un passage. Et donc, si on est dans un passage, ce n'est pas très grave si on fait une réunion informelle et qu'on boit un café. Par contre, si on avait des bureaux dans ce passage et qu'il n'y avait pas ce petit cloisonnement, on aurait moins l'impression d'être dans son espace privé. Et donc, c'est pour ça qu'on dessine ce genre de choses. Et ça permet vraiment d'intimiser et de nouveau de favoriser quelque chose qui est agréable à vivre et de créer aussi des espaces où on peut se rencontrer de manière informelle. Les salles de réunion ne sont pas toujours une nécessité pour échanger des choses. Ça va vraiment dépendre du niveau de confidentialité dont on a besoin pour nos discussions, quoi. Donc ici, on voit de nouveau le côté lumineux de l'espace. Ici, on est au rez-de-chaussée. Donc là, on est proche de l'entrée sur la partie droite. Tout au départ, vous voyez ici un coffee corner. Donc ça, sont des espaces qui sont relativement importants dans ce genre de projet. Pourquoi? Parce que la machine à café, c'est quand même un lieu de rencontre et qui permet aussi de partager. Et donc ici, on a créé tout un élément qui tourne un peu autour de ça. C'est-à-dire que voilà, quand un visiteur vient ou quand moi j'arrive le matin, je peux prendre mon café, peut-être échanger avec quelqu'un ici autour de cette table. Et si vraiment j'ai un élément à partager plus important, si je veux partager mon écran, je peux aller me placer là-bas derrière. Sont des espaces qu'on peut utiliser comme espace de travail, mais aussi comme espace de réunion informelle. Donc ça rentre en fait dans l'idée de pouvoir optimiser l'utilisation des choses pour ne pas avoir des lieux qui sont utilisés à 20 ou 10 ou 20%. C'est d'essayer de se dire, voilà, cet espace-là, il vit matin, midi et soir, et on peut l'utiliser à différentes choses. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est des choses qu'on a été chercher justement dans les toolbox un peu de New Way of Working, un peu cette flexibilité où, imaginez, vous venez voir une start-up là à la Grand Poste, vous avez un rendez-vous à 14 heures, votre rendez-vous se finit à 16, mais vous venez de Bruxelles, c'est con de prendre le train et peut-être travailler dans le train, vous allez peut-être finir votre journée ici, installé sur cette table. Ça vous permet de faire les quelques mails que vous avez à faire et puis après vous partez. Ça, c'est aussi une autre manière de fonctionner. Ou même, voilà, vous êtes justement cette start-up qui vient de commencer et qui n'est pas là tout le temps. Vous prenez un poste à la journée, mais voilà, aujourd'hui, vous êtes un peu plus cool. Vous allez vous installer dans ce genre d'espace. Donc, l'idée aussi, c'est d'avoir des choses qui sont vraiment différentes, comme le disait Grégory tout à l'heure, au niveau des postures et des fonctions, et d'essayer de balayer en fait les fonctions que nous, on a identifiées comme étant importantes pour les utilisateurs présumés de la Grand Poste, quoi. Bien sûr, ça reste une partie théorique, mais en passant par le spectre du graphique que Rodrigue vous a montré tout à l'heure, ça permet de maximiser les chances de faire du projet un succès, quoi, hein. Donc, bien sûr, on n'a pas une garantie à 100%, mais par contre, en faisant le tour de ça et en balayant tout ça, on a quand même des indicateurs, on a quand même des garde-fous qui nous permettent en fait de faire un projet qui, a priori, devrait pouvoir correspondre à la cible qu'on a établie. Bien entendu, comme Grégory l'a dit et comme Béatrice l'a dit aussi, les espaces se vivent et donc les utilisateurs en prendront possession à un moment ou à un autre. Et ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir voir comment ils utilisent les espaces qu'on a dessinés, parce qu'ici, on est dans la théorie, et les utilisateurs, contrairement à une entreprise, on ne les connaît pas vraiment, parce que ce sont des personas qu'on a créés pour le moment, et on verra un peu comment ils le vivent, et on verra comment éventuellement on doit faire aussi évoluer le projet. Donc ça, c'est vraiment pour la partie coworking de la Grand Poste. Il faut savoir qu'il y a encore donc une autre partie. Comme je disais, quand les entreprises grandissent, elles peuvent partir dans la partie bureau privatif. Et donc là, c'est vraiment des espaces qui sont dédiés aux entreprises, qu'elles louent et qu'elles peuvent habiller à leur image. Donc ça, c'est vraiment ça, c'est une autre partie de la Grand Poste. Et ici, donc, on a la partie université, donc il y a une partie aussi hybride avec l'université et communication. Donc, l'idée ici, c'était de pouvoir créer des interactions entre les universitaires et les entrepreneurs.
sur la partie communication, de proposer aux étudiants de pouvoir avoir des outils professionnels à disposition qui pourraient tester en réel avec des entreprises et de pouvoir faire profiter les entrepreneurs d'un service professionnel de communication, parce que souvent quand on démarre, on n'a pas l'opportunité de se payer des services pro. Et donc là, c'est aussi dans cette idée d'interaction, de dynamisme par rapport à ces espaces-là. Et la Grand Poste, ce n'est pas que du coworking, c'est aussi de la rencontre pour le public. Et donc, vous retrouverez un bar avec un rooftop au-dessus de la cour des Carrioles pour ceux qui connaissent. Donc, on aura un bar à ce niveau-là, avec ici donc la plus belle terrasse de Liège pour nous, bientôt à venir. Et alors, une partie également food court, food market. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un endroit où on va pouvoir se restaurer avec différentes échoppes qui proposeront des plats différents. Et donc, l'idée, c'est que tout le monde puisse se rassembler autour de ça, avec Brasserie de Liège aussi qui est là, qui proposera des bières pour se restaurer. Et de nouveau, un espace qui va permettre aussi d'augmenter l'expérience client et l'expérience coworker, parce que la journée, elle va se finir certainement là avec les coworkers, elle va permettre de continuer le networking. Donc voilà un peu pour le projet Grand Poste.